Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, je vous présente une démonstration de la décomposition en éléments simples dans C. Il existe plusieurs démonstrations de la décomposition en éléments simples dans C. Celle que je vous propose utilise l'algèbre linéaire. Donc si vous n'avez pas fait d'algèbre linéaire, vous ne pourrez pas suivre cette vidéo. Ce qu'il faut savoir de l'algèbre linéaire, c'est d'une part ce qu'est un espace vectoriel, connaître la notion de base et de dimension. Alors nous on travaillera uniquement en dimension finie. Et puis on utilisera ce petit résultat qui dit que si vous prenez deux espaces vectoriels de dimension finie, si ils sont de même dimension et si l'un est inclus dans l'autre, alors nécessairement ces espaces vectoriels sont égaux. Le but de cette section, c'est de vous donner, voire de vous rappeler, si vous l'avez déjà vu, la définition de l'espace des fractions rationnelles qu'on note C parenthèse X, et de vous montrer qu'il a en fait une structure d'espace vectoriel. Par conséquent, on peut très bien utiliser l'algèbre linéaire pour démontrer des résultats qui nous intéressent, en particulier ici, la décomposition en éléments simples. Tout d'abord, je vous rappelle la définition de C crochet x, C crochet x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficients complexes, donc c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme A0 plus A1 grand X plus AN grand XN, où n est un entier naturel, et les coefficients A1 à n sont des nombres complexes. Maintenant, on va introduire la définition de C parenthèse x, qui est en fait l'ensemble des fractions rationnelles que l'on peut construire avec des polynômes. Donc c'est tout simplement l'ensemble des polynômes P de x sur Q de x, où P de x est un polynôme complexe, Q également, tous les deux sont des polynômes complexes, et comme on veut pas de division par 0, eh bien on va demander à ce que Q de x soit différent du polynôme nul. J'en donnerai pas la construction ici, je le ferai peut-être un jour dans une autre vidéo. Sur cet espace, vous avez une addition. Par exemple, si vous prenez deux fractions rationnelles, P de x sur Q de x, plus R de x sur S de x, et pour les additionner, c'est en fait l'addition usuelle des fractions, ça va vous donner P de x, S de x, plus R de x, Q de x, divisé par Q de x, S de x. Donc en fait, c'est une mise au même dénominateur. Et puis vous avez aussi une multiplication par les nombres complexes. Si vous prenez un nombre complexe, et que vous multipliez ce lambda par la fraction rationnelle P de x sur Q de x, et ça vous donne la fraction rationnelle lambda P de x sur Q de x. Qu'est-ce que je veux dire en vous montrant ça? C'est que vous avez une addition, une multiplication externe, ce qui fait de cet espace un espace vectoriel. Alors, je ne ferai pas la démonstration, vous pouvez vous amuser à montrer tous les axiomes d'un espace vectoriel. Moi, je veux surtout me concentrer sur la démonstration qui va suivre. D'abord, commençons par examiner la stratégie de la démonstration. Je commence par vous rappeler ce que dit le théorème de la décomposition en éléments simples. Si vous prenez deux polynômes P et Q, avec Q un polynôme non nul, et P un polynôme de degré strictement plus petit que Q, et si Q se décompose suivant cette forme-là avec ses racines, donc là les alpha i ce sont les racines distinctes de Q, et les mi ce sont les multiplicités de chaque racine. Alors, si vous êtes sous ces hypothèses-là, vous savez qu'il existe un unique jeu de constantes a et j, tel que P de x sur Q de x se casse sous cette forme-là. Alors, je vous rappelle, chaque racine, par exemple alpha 1, va donner une somme de termes. Cette somme va contenir la multiplicité, ici m1 termes, qui ont cette tête-là. Pareil, alpha 2 va donner m2 termes, une somme de m2 termes, et alpha n va donner mn termes. Alors comment on va essayer de démontrer ce truc-là? L'idée est la suivante, ça consiste à se dire que si vous avez deux ensembles qui sont égaux, alors les éléments qui sont à l'intérieur de ces ensembles se correspondent les uns les autres. Alors, regardons un exemple très simple. Si vous regardez l'ensemble alpha-bêta, et puis l'ensemble 1-2, et que je vous dis l'ensemble alpha-bêta est égal à l'ensemble 1-2.
Eh bien, c'est que nécessairement soit alpha est égal à 1 et bêta est égal à 2, ou bien soit alpha est égal à 2 et bêta est égal à 1. Avec des mots, ça veut dire que deux ensembles sont égaux si chacun des éléments se correspondent un à un. Alors, on va utiliser cette idée-là dans notre cas de figure à nous. On va considérer l'ensemble des fractions rationnelles qui ont cette forme-là, et l'ensemble des fractions rationnelles qui ont cette forme-là, et on va montrer que ces deux ensembles sont égaux. Si ces deux ensembles sont égaux, ça veut dire qu'un élément qui a cette tête-là correspondra à un élément qui a cette tête-là. Alors pour fixer un petit peu plus les choses, je vais vous donner la tête de ces ensembles. Tout d'abord, on va fixer Q. Dans toute la preuve, Q, ça sera un polynôme qui sera fixé et qui sera non nul. Donc fixons Q. Une fois qu'on a fixé Q, on va poser deux ensembles. Le premier ensemble, ça va être grand E. Ça sera les fractions rationnelles qui ont cette forme-là. Donc ça sera P de x sur Q de x, tel que, P, ça sera un polynôme à coefficient complexe, avec la restriction du degré. Degré de P strictement plus petit que degré de Q. Donc là, je suis en plein dans les hypothèses de mon théorème. Et puis je vais considérer un deuxième ensemble, grand F. Ça sera les fractions rationnelles qui ont cette tête-là. Alors, comme c'est un peu long à écrire, je vais le condenser un petit peu. Vous voyez là, j'ai n sommes, donc je peux aussi l'écrire comme la somme de j qui va de 1 à n, de la somme de i qui va de 1 à mj, de a i j sur x moins alpha j, puissance i. Et là, mes variables, ça sera les aij, telles que les aij, ça sera des constantes complexes. Si j'arrive à montrer que cet ensemble-là est égal à cet ensemble-là, je pourrais dire qu'un élément qui a cette tête-là correspond à un élément qui a cette tête-là. Et j'aurais démontré l'égalité qui est ici. Maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, mais l'unicité dans ce truc-là. En fait, l'unicité va venir d'un résultat d'algèbre qui dit que dans une base, il y a une unique décomposition d'un vecteur. Mais bon, je vais pas en dire plus, on va commencer par rentrer dans les détails de la preuve. Commençons par étudier l'espace E. Donc, E, c'est l'ensemble des fractions rationnelles qui s'écrivent comme P sur Q, où le degré de P est strictement plus petit que le degré de Q. On peut peut-être commencer par identifier quel est le degré de Q. Alors si vous regardez quelques instants, le degré de Q, ça va être la plus haute puissance possible que l'on obtient lorsqu'on développe cet objet-là. Ça va faire la somme des MI. Donc il y aura M1 plus M2 jusqu'à Mn. Somme de I égale 1 à N des MI. Bon, ça c'est pas très joli. Je vous propose qu'on lui donne un nom. On va l'appeler grand D. Grand D comme degré. Alors revenons à notre espace. Ici, nous avons P, des polynômes, de degrés strictement plus petits que le degré de Q, c'est-à-dire grand D. Ces polynômes, on connaît leur forme en fait, ils s'écrivent comme A0 plus 1 x plus etc. Donc on va le remplacer en fait. On va dire que c'est l'ensemble des polynômes A0 plus A1 grand X plus, donc comme c'est strictement plus petit que le degré, donc ça va faire A d-1 x d-1 sur q de x, tel que les AI sont des nombres complexes. Cette fraction rationnelle, je vais la casser en petits morceaux. C'est aussi égal à A0 fois 1 sur q de x, plus A1 fois x sur q de x, plus 3 petits points, AD-1, xd-1 sur q de x, tel que les AI sont des nombres complexes. Et quand on voit cette expression, normalement, si vous avez suivi un cours d'algèbre binaire, ça devrait vous éveiller quelques idées. Ça ressemble pas mal à un vect. Alors, si vous avez oublié, je vous rappelle, vect des vecteurs U1,
un, c'est en fait l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme lambda 1 u1 plus 3 petits points lambda n un, où les lambda i ce sont des scalaires. Et ben ici on est en plein dedans, regardez. C'est l'ensemble des machins qui s'écrivent comme nombre fois 1 sur q de x plus nombre fois x sur q de x plus etc. à nombre fois x d moins 1 sur q de x. C'est exactement un vect que nous avons sous les yeux. C'est vect de 1 sur qx, x sur qx, x d moins 1 sur qx. Et on vient d'exprimer E sous forme de vect. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que comme E s'écrit sous forme d'un vect, c'est que c'est un espace vectoriel. Conclusion, E est un EV. Parce qu'un vect est toujours un espace vectoriel. Et puis il y a un autre truc. Lorsque vous avez exprimé un ensemble sous forme de vect, ce qu'il y a dans le vect forme en fait une famille génératrice. Donc ce truc-là, c'est une famille génératrice de E. Et 1 sur qx, x sur qx, x d-1 sur qx est génératrice de E. Nous venons de montrer que cette famille-là est une famille génératrice de notre ensemble E. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une base de notre ensemble. Pour avoir une base, il faut à la fois une famille génératrice et une famille libre. Une fois qu'on aura une base, en plus, on pourra même en donner la dimension de notre espace vectoriel. Alors ce qui serait bien, c'est que ce qu'on a trouvé dans la séquence précédente, ça soit aussi une famille libre. Et il se trouve que c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais vous le montrer. Prenons une combinaison linéaire de cette famille-là qui s'annule. On va faire lambda 1 fois 1 sur qx, plus lambda 2 fois x sur qx, plus lambda d-1, x d-1 sur qx, et supposons que ça fait la fraction rationnelle nulle. Donc c'est 0 de c de x. C'est avec des parenthèses, puisque c'est la fraction rationnelle nulle. Et les lambda i, c'est des nombres complexes. Prenons ceci, mettons tout au même dénominateur. Ça va nous donner lambda 1 fois 1, plus lambda 2 fois x, plus lambda d-1, x d-1, le tout sur q de x, qui doit être égal à la fraction rationnelle. Une fraction rationnelle est nulle si le polynôme qui est au numérateur est en fait le polynôme nul. Donc ceci c'est équivalent à ce que ça, c'est le polynôme nul, c'est-à-dire lambda 1 fois 1, plus lambda 2 fois x, plus lambda d-1, x d-1, est égal au polynôme nul. Vous voyez ici c'est le polynôme, donc j'ai mis des crochets. Maintenant, un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc ici ça veut dire que lambda 1 égale lambda 2 est égal à lambda d-1 est égal à 0. Et regardez ce qu'on vient de démontrer. On vient de montrer que si ceci fait 0, alors obligatoirement tous les coefficients, tous les lambda i sont nuls. Ça veut donc dire que notre famille qui est ici est une famille libre. Conclusion, 1 sur qx, x sur qx, x d-1 sur qx est libre. Elle est libre? Ah oui, mais elle est aussi génératrice. Et génératrice, on l'a vu dans la séquence précédente. Elle est libre et génératrice, donc c'est une base. Donc est une base. On vient de trouver une base de E. Pour trouver la dimension, il suffit de compter les éléments qu'il y a dans la base. La dimension de E, c'est le nombre d'éléments qu'il y a ici.
Alors regardez, ici, il y a le x puissance 0 qui est caché, alors je vais remplacer 1 par x puissance 0, puis après x puissance 1, x puissance 2, 3 jusqu'à d-1. Donc si vous les comptez bien, sans oublier le zéroième, et ben la dimension de E, ça va faire grand D. Grand D, je vous rappelle, on a posé que c'était le degré de Q. Nous venons de trouver une base de E et la dimension. Maintenant, passons à l'étude de l'ensemble grand F. Je vous ai remis ici la définition condensée, et puis ici la définition un petit peu plus éclatée, où j'ai cassé la somme en J. Je vous propose de casser encore plus cette définition, et de remplacer chacune des sommes par des 3 petits points pour y voir un petit peu plus clair. La première somme, ça va faire A11 sur x moins alpha 1, plus A21 sur x moins alpha 1 au carré, et vous allez comme ceci jusqu'à la multiplicité m1, donc plus am1 1 sur x moins alpha 1 puissance m1, et puis vous faites la même chose pour la deuxième somme, ça va nous faire a12 sur x moins alpha 2, plus etc. jusqu'à la multiplicité, am2 2 sur x moins alpha 2 puissance m2, etc. Et vous faites ça pour chacune des sommes qui sont ici. Je ne veux pas tout écrire, c'est un petit peu lourd. Et quand on arrive à cette chose-là, on se dit, ah ben, ça ressemble un petit peu à un vec ce truc. Vous voyez pas? Alors pour ceux qui verraient pas, je vais encore un petit peu le réécrire. Pas beaucoup, hein. Ça c'est aussi quoi? C'est A1 1 fois 1 sur x moins alpha 1, plus A2 1 fois 1 sur x moins alpha 1 au carré, plus, etc., etc., je vais pas tout écrire, c'est très long. Et vous voyez, ça fait quoi? Ça fait nombre fois fraction rationnelle, plus nombre fois fraction rationnelle, plus nombre fois fraction rationnelle, etc., etc. C'est un vecte. Alors c'est vecte de quoi? C'est vecte de 1 sur x moins alpha 1, 1 sur x moins alpha 1 au carré, jusqu'à la multiplicité de alpha 1, 1 sur x moins alpha 1 puissance m1, et puis pareil pour la deuxième racine, 1 sur x moins alpha 2, jusqu'à la multiplicité de alpha 2, et puis vous faites ça pour toutes les racines, hein. J'écris pas tout. Qu'est-ce qu'on vient d'écrire ici? On vient de montrer que f peut s'écrire sous forme de vecte, donc f est un espace vectoriel. Conclusion, f est un de V. Et cette famille-là, que je ne vais pas réécrire parce qu'elle est un petit peu longue, et la famille ci-dessus, est génératrice de grand F. Nous venons de trouver une famille génératrice de grand F. Mais si cette famille génératrice avait aussi le bon goût d'être libre, eh bien nous aurions une famille génératrice et libre, donc une base de grand F. Alors essayons de démontrer que cette famille est en fait une famille libre. Prenons une combinaison linéaire de tous ces trucs-là qui fassent une fraction rationnelle nulle. Alors d'abord, nous allons avoir le coefficient lambda 1 sur x moins alpha 1, plus le coefficient lambda 1 sur x moins alpha 1 au carré, jusqu'à la multiplicité de alpha 1, donc lambda m1 1 sur x moins alpha 1 puissance m1. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième racine, donc on va avoir lambda 1 2 sur x moins alpha 2 jusqu'à la multiplicité, lambda m2 2 sur x moins alpha 2 puissance m2, et on fait ça pour toutes les racines. Alors, je ne vais pas tout écrire, c'est vraiment très long, et ça doit faire la fraction rationnelle nulle. Fraction rationnelle, donc c'est des parenthèses ici. Il faut essayer de montrer que, obligatoirement, tous les lambda sont nuls. Cette équation, je vais l'appeler E.
je vais prendre l'équation E et je vais la multiplier par x moins alpha 1 puissance m1. Je prends l'équation E, je la multiplie par x moins alpha 1 puissance m1. Qu'est-ce qui se passe? Le premier terme va me donner x moins alpha 1 puissance m1 moins 1 lambda 1, 1. En effet, après simplification, ça va donner ça. Ensuite ici, ça va me faire x moins alpha 1 puissance m1 moins 2 lambda 2, 1, etc. Celui-ci, ça va me faire lambda m1, 1. Et puis tous les autres, eh ben, il va rester x moins alpha 1 puissance m1 lambda 1, 2 sur x moins alpha 2, etc., etc. J'écris pas tout. Quand on a écrit ça, posons x égale alpha. Si je pose x est égal à alpha 1 dans cette équation, ça va faire 0. Ça va faire 0. Celui-ci, eh ben, il n'y a pas de coefficient devant lui, donc il va rester lambda m1, 1. Ensuite, 0, 0, 0, 0, jusqu'à la fin. Et je viens de montrer que lambda m1, 1 est égal à 0. Je viens de montrer que lambda m1 vaut 0. Donc si je reprends mon équation E de tout à l'heure, eh ben je sais que ce terme-là va disparaître, puisque ça fait 0. Donc ça s'en va. Donc mon équation E, elle est en fait équivalente à lambda 1, 1 sur x moins alpha 1, plus, etc. Et puis celui qui est juste avant lambda m1, 1, c'est-à-dire lambda m1 moins 1, 1, sur x moins alpha 1, puissance m1 moins 1, plus les suivants, lambda 1 de x moins alpha 2, plus, etc., etc. Alors, si vous avez compris l'idée de tout à l'heure, j'avais multiplié l'équation E par ce terme-là, et j'ai posé x est égal à alpha 1. Ça m'a donné l'information que ce coefficient-là était nul. Je peux recommencer l'opération. Je peux prendre cette équation-là, la multiplier par x moins alpha 1 puissance m1 moins 1, et montrer que ce terme-là fait 0. Alors si je l'appelle E', cette équation, donc je prends E', je la multiplie par x moins alpha 1 puissance m1 moins 1, et je pose x est égal à alpha 1, et ça va me donner que lambda m1 moins 1, 1 est égal à 0. Et en poursuivant le processus de proche en proche, eh ben on arrive à montrer que tous les lambda qui sont ici s'annulent. Et puis quand je l'aurai fait pour les alpha 1, je le ferai pour les alpha 2, quand j'aurai fait pour alpha 2, je le ferai pour les alpha 3, etc., etc. On poursuit le processus. Et on montre que pour tout ij, alors je précise pas où sont les ij, lambda ij est égal à 0. Tous les lambdas doivent être nuls, par conséquent, la famille est libre. Conclusion, la famille est libre. On a vu qu'elle était aussi génératrice, et génératrice. Donc, c'est une base. Nous venons de montrer que la famille qui est ici forme une base de f. Pour trouver la dimension de f, il suffit de compter le nombre d'éléments qu'il y a ici. Alors si vous regardez bien, ici vous en avez m1, puisque vous voyez, là, vous pouvez mettre 1 ici, 2, 3 jusqu'à m1. Ici vous en avez
M2, le suivant M3, et jusqu'au dernier où il y en aura Mn. Par conséquent, la dimension de f, eh bien ça sera le nombre d'éléments qui est ici, il y aura donc M1 plus M2 plus Mn, et je vous rappelle qu'au début de la preuve, on avait vu que ceci, c'était le degré de Q, qu'on avait aussi appelé grand D. Voici pour la dimension de f. Maintenant, nous allons montrer que l'ensemble grand F est inclus dans grand E. Pour montrer une inclusion, eh bien, il suffit de prendre un élément de grand F et de montrer que obligatoirement il s'écrit comme un élément de grand E. Ici, je vous ai donc pris un élément de grand F, et je vais essayer de l'écrire sous la forme P de x sur Q de x avec degré de P strictement plus petit que degré de Q. Pour faire ça, c'est pas très compliqué en fait, il suffit de faire une mise au même dénominateur. Alors quand on s'y prend bien, Q de x a cette expression-là, donc comme il nous manque Q de x au dénominateur, et bien sur A11, il va falloir rajouter x moins alpha 1 puissance m1 moins 1, x moins alpha 2 m2, jusqu'à x moins alpha n mn, et puis comme il y a le coefficient c ici, on va rajouter c ici. Tout ceci sera en fraction de Q de x. Pour celui-ci, pour avoir une même mise au même dénominateur avec Q, donc il va falloir à nouveau multiplier par C. Nous avons déjà 2 alpha 1, donc on va avoir x moins alpha 1 puissance m1 moins 2, x moins alpha 2 m2, x moins alpha n, mn, etc. Je ne vais pas faire toutes les étapes, je pense que vous avez compris, il faut rajouter des termes qui nous manquent pour avoir Q de x. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ce qu'on a au numérateur. Et on observe que systématiquement, on a des polynômes qui sont de degré strictement plus petit que celui de Q. Regardez le premier par exemple. Si vous regardez le degré de ce polynôme, eh bien ça sera m1 moins 1 plus m2 plus mn, donc il sera de degré de Q moins 1 à cause de lui. Le suivant, ça sera degré de Q moins 2, etc., etc. Au final, quand on additionne tous ces polynômes, comme ils sont tous de degré inférieur à Q, on aura une expression de la forme P de x sur Q de x, avec degré de P strictement plus petit que degré de Q. Et on a bien réussi à montrer que si on prend un élément de f, en le réécrivant, on peut l'écrire sous la forme P de x sur Q de x avec degré de P strictement plus petit que degré de Q, c'est donc bien un élément de E. En conclusion, f est bien inclus dans E. Nous allons maintenant pouvoir conclure la démonstration de la décomposition en éléments simples. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que grand F était inclus dans grand E. Nous avons vu aussi que grand E et grand F étaient des espaces vectoriels de dimension D. Or, nous savons, grâce à l'algèbre binaire, que si nous avons deux espaces vectoriels de même dimension finie et que l'un est inclus dans l'autre, alors ces deux espaces sont égaux. Alors je vais écrire ça en toutes lettres. Nous avons F inclus dans E, dimension de F est égale à dimension de E est égale à grand D, donc grand D c'est bien une dimension finie. Alors ça implique que grand E est égal à grand F. Une fois que l'on sait que grand E est égal à grand F, ça veut dire qu'un élément de grand E est aussi un élément de grand F, c'est-à-dire qu'un élément qui s'écrit comme ceci avec P de degré strictement plus petit que Q s'écrit aussi comme cela. Donc, lorsque vous prenez P un polynôme de C de x, dont le degré est plus petit que le degré de Q, et ben vous pouvez affirmer qu'il existe des coefficients AIJ complexes, tels que P de x sur Q de x s'écrit sous la forme recherchée. Somme de j égale 1 à n, somme de i égale 1 à mj des AIJ sur x moins alpha j puissance i. Maintenant, il faut aussi gérer le problème de l'unicité. Pour l'unicité, il faut se souvenir que lorsque vous décomposez un vecteur suivant une base, cette décomposition est unique.
Mais regardez ici, on a vu aussi que ça, c'est une base de grand F. Mais l'expression qui est ici, c'est aussi la décomposition suivant cette base. Comme ceci, c'est la décomposition suivant cette base, cette décomposition est unique, ça veut dire que les coefficients A et J sont uniques. Alors je vais écrire ça en résumé. Ça, je vais l'appeler grand B, et je vais dire B est une base. Donc, la décomposition est unique. Et donc, les AIJ sont uniques. Et la démonstration de la décomposition en éléments simples dans C est terminée. Essayons de prendre un petit peu de hauteur sur la démonstration que je viens d'établir. La stratégie, je pense que vous l'avez compris, on met dans un paquet une expression de départ et dans un autre paquet l'expression que l'on cherche à obtenir à l'arrivée. Si on arrive à montrer que les deux paquets sont égaux, c'est que forcément une expression qui est ici correspond à une expression qui est là, et on a réussi à faire la décomposition en éléments simples. Et pour démontrer l'égalité, on étudie ces objets-là. D'une part, on montre que ce sont des espaces vectoriels, on en trouve une famille génératrice, puis une base, et puis leurs dimensions. Ce qui a été le plus difficile pour ces deux premières étapes-là, c'est de montrer que la famille que l'on a trouvée pour F était une famille libre. Alors j'ai essayé de rendre les choses la plus lisible possible en mettant des 3 petits points, mais il y a moyen de rendre les choses plus concises en utilisant du formalisme. Ensuite, on a montré que l'un des deux ensembles était inclus dans l'autre, donc grand F était inclus dans E, et conceptuellement c'est pas très compliqué, c'est juste une mise au même dénominateur. Mais effectivement c'est un peu pénible à écrire, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit compréhensible. Et enfin, la dernière étape finale, comme vous avez un espace vectoriel inclus dans l'autre et qu'ils ont même dimension, ces deux espaces sont égaux, et c'est exactement ce que l'on voulait. Pour l'unicité, c'est une bête histoire d'unicité de la décomposition d'un vecteur selon une base. J'essaierai de mettre sur mon site une démonstration formalisée de ceci, c'est-à-dire j'enlèverai les 3 petits points, je mettrai de jolies sommes, de jolis indices, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne lorsqu'on rédige la chose. Vous trouverez aussi d'autres preuves sur internet, la plus courante, c'est celle qui utilise l'arithmétique sur les polynômes. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants ne voient pas l'arithmétique sur les polynômes. C'est pour ça que j'ai choisi moi celle-ci qui utilise l'algèbre linéaire, je suis plus sûr que ça pourrait être lisible par plus d'étudiants. Il y a une preuve qui ressemble un petit peu à celle que je vous ai proposée sur le site de la prépa du Puy-de-Dôme, que je vous recommande, c'est un bon site de complément si vous avez besoin de support complémentaire. Ils en proposent une qui ressemble un tout petit peu. Alors ils font un petit détour par ce qu'on appelle les pôles des fractions rationnelles, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, je pense que ça relève plus du jargon, j'ai peut-être tort, je sais pas. Et vous verrez que leur preuve elle est un petit peu plus concise. Par contre c'est un petit peu plus délicat de la voir de manière globale, alors que celle-ci on voit bien ce qui se passe, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre cette démonstration, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.